Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de série, de présentation de cartes de classeurs. On va aujourd'hui s'intéresser à X Légendes oubliées, une série pour laquelle j'ai énormément d'affection puisque j'étais encore assez jeune, mine de rien, quand cette série est sortie, et je me souviens avoir ouvert beaucoup de ces boosters-là, et ça résonne dans ma tête avec une époque qui était celle de l'insouciance, du bonheur sans souci, donc forcément, eh bien, X Légendes oubliées, ça reste un très très bon souvenir pour moi. Je sais que ce n'est pas la série la plus populaire du bloc X, loin de là, et ce pour des raisons très simples, hein. Il n'y a pas de star par exemple dans cette série, il n'y a pas de gros Dracofeu, il n'y a pas de gros Lugia, il n'y a pas de gros Rayquaza, mais c'est une série qui ne paye pas de mine, c'est une série qui est assez sobre dans son exécution, on va dire, mais les illustrations sont vraiment sublimes, très travaillées, elle va un petit peu à contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est pas une série qui est là pour vous brosser dans le sens du poil, pour vous offrir des illustrations faciles, évidentes. Non, cette série prend le temps d'installer une cohérence, d'installer un univers finalement qui n'est pas forcément l'univers qu'on a l'habitude de voir avec Pokémon. Et ça, je trouve que c'est particulièrement appréciable. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec la première carte du jour, donc la numéro 1 sur 101. Il y avait 101 cartes dans la série X Légendes oubliées, et là il s'agit du Branette. Alors je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Hop là. Voilà, pour que vous ayez quand même de quoi admirer les cartes. Voilà, là je pense que c'est quand même bien mieux. Donc on commence avec le Branette, la première carte sur 101, illustration de Midori Harada. Il faut savoir que c'est l'une de mes holographiques préférées de la série. Déjà par rapport au dessin du Branette qui est incroyable, vraiment magnifique, et puis par rapport à ce fond aussi, hein. Le fond est absolument sublime, ce fond doré, hein, vous commencez à me connaître, hein, vous savez que j'adore les fonds dorés comme ça, je trouve que ça rajoute du cachet à la carte, ça rajoute de la préciosité, et voilà, c'est pour moi l'une des plus belles holos de la série. En plus Branette, c'est un Pokémon que j'aime énormément, un Pokémon de type spectre, hein, j'aime beaucoup le type spectre. Donc forcément de la 3e génération. Et puis, je sais pas, la petite brindille qu'il tient dans sa main, le décor un petit peu sombre, un petit peu mystérieux, et en même temps assez doré, assez lumineux, ça m'a toujours convaincu. J'ai toujours trouvé cette carte assez fascinante, et le dessin de Harada est très réussi. On sent vraiment que, au niveau des traits du Pokémon, il y a énormément de talent, hein. Harada a vraiment pris son temps pour dessiner le Pokémon dans ses moindres détails. On sent presque les différents coups de crayon. Donc ça, c'est vraiment une très très belle illustration. Donc je rappelle, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais toutes ces cartes-là, je les ai moi-même tirées de booster. Excusez-moi. Je les ai moi-même tirées de booster et mises immédiatement sous sleeve. Voilà, tout simplement. Donc très 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 jolie Branette pour commencer. Ensuite, la deuxième carte de la série, quelle est-elle? Eh bien, il s'agit d'un Kaorin. Je veux bien sortir, le voilà. Donc le Kaorin, c'est la deuxième carte de la série, deuxième sur 101, illustration de Umemoto. Assez sympa, je trouve, ce Kaorin, assez intriguant. On est face à une illustration qui est beaucoup moins dans le style de Koki Saito, beaucoup moins dans le style des illustrateurs réalistes qui vont vraiment essayer de dépeindre la biologie du Pokémon. Ici, on va être dans une illustration beaucoup plus dessinée, beaucoup plus dessin animé en fait, tout simplement, mais c'est aussi très appréciable, hein, ça fait du bien de changer de style de temps en temps. On le voit notamment par rapport au Mont Chimney derrière, hein. On sent bien que c'est du cartoon, hein, c'est du dessin. Avec les effets sur le ciel, les nuages, et puis même par rapport aux rochers, l'alternance entre le vert des forêts et le marron des roches, ça reste très brut, il n'y a pas beaucoup de détails, on est là pour aller à l'essentiel, hein, pour dépeindre directement l'essentiel, sans s'encombrer de détails, et eh bien ça marche plutôt bien, je trouve, avec ce Kaorin d'Umemoto. L'illustration est assez originale, mine de rien, on voit bien le fond ici sous cet angle. Donc voilà, plutôt sympathique avec cet effet holographique de l'époque qui bien entendu était à ravir, hein, qui était vraiment
l'effet holographique Cosmos Foil comme on aime les voir. Continuons avec le Nostanfer, à nouveau illustré par Midori Harada. Alors Nostanfer en plus avec un joli swirl ici, très très joli swirl sous le Nostanfer. Alors il faut savoir que Nostanfer est un Pokémon que j'aime vraiment beaucoup, hein, je le dis assez souvent. Je trouve que c'est un Pokémon qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Je le trouve très classe, ce Pokémon-là. Par exemple, le Nostanfer Obscur de Neo Destiny, c'est l'une des holos, entre guillemets, elle est populaire, hein, les gens l'apprécient, mais je trouve que, en tout cas, ça ne se reflète pas du tout sur le prix. Elle est très très accessible, tant mieux d'un côté, hein, comme ça on peut avoir l'illustration facilement. Mais je trouve qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, parce que c'est une carte sublime, et c'est un Pokémon sublime, Nostanfer. Et la plupart des illustrations de Nostanfer, j'avoue que j'ai un faible pour elle. Et ce Nostanfer de Légendes oubliées ne fait vraiment pas exception au niveau du mouvement de ses ailes. Un Nostanfer à 4 ailes qui battent vraiment très très rapidement, hein. C'est un Pokémon très rapide dans ses déplacements, et on ressent bien cette idée-là, hein, dans cette illustration de Harada. Le Pokémon en lui-même est très bien dessiné, j'aime beaucoup le violet de Nostanfer ici, hein, la manière dont il a été fait, et même au niveau du fond également, de cette... comment dire, cette partie lumineuse, hein, comme s'il y avait un rayon lumineux qui rentrait dans la grotte, et puis les bords beaucoup plus sombres. Je trouve que ça va vraiment très très bien avec la carte. Donc c'est une illustration qui marche sur moi en tout cas, hein. N'hésitez pas à me dire si vous, elle vous plaît. Mais clairement, moi, c'est une illustration que j'aime énormément. En plus, avec le type plante, je trouve qu'il est plutôt raccord avec la carte de manière générale. Allez, continuons avec une exception dans les holographiques de la série Ex-Légendes oubliées. Il s'agit du Celebi obscur. Et oui, il n'y a pas d'autres Pokémon obscurs, hein. Ce Celebi est vraiment une exception. C'est le seul exemple comme ça qu'on ait dans cette série, en tout cas, bien entendu, hein. Des Pokémon obscurs, on en a déjà eu par le passé, hein, vous le savez. Mais dans Légendes oubliées, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. On se demande ce que la carte fait là. On se demande pourquoi elle nous est proposée comme ça. Ça nous fait bien évidemment écho au film, hein, Celebi et la voix de la forêt, hein, c'est tout à fait évident. Mais en tout cas, l'illustration en elle-même est vraiment très très jolie. L'aura rouge qui entoure le Celebi, eh bien justement fait tout à fait ressortir cet aspect obscur, hein, cet aspect dark de Celebi, qui est ici pas dans sa forme normale, hein. On suppose qu'il a été enrôlé entre guillemets de force, hein, par la Team Rocket ou n'importe quelle autre organisation maléfique. Et donc on ressent tout à fait cette aura maléfique qui émane de Celebi, alors qu'habituellement c'est un Pokémon paisible, Pokémon fabuleux, très joyeux, hein, de manière générale, même si le film, encore une fois, Celebi et la voix de la forêt est poignant, hein, puisqu'il y a des passages où Celebi souffre, le martyr, et où il est tout sauf joyeux. En tout cas, là, cette carte est vraiment très très jolie avec les petites feuilles qui sortent de Celebi, hein. Il utilise sûrement son attaque feuille poison, hein, donc encore une fois, on a cette idée de Pokémon empoisonné, hein, de Pokémon qui cherche à nuire, de Pokémon qui souffre lui-même et qui cherche également à faire souffrir les Pokémon et les humains aux alentours, hein, pour leur montrer à quel point lui-même souffre. Donc c'est assez triste, hein, finalement, comme illustration. C'est assez sombre. S'il y a un truc en tout cas qui est sûr, c'est que le type plante et le type obscurité s'entremêlent, et que ça c'est très réussi, c'est très beau, hein, visuellement c'est une réussite. Le côté très sombre en bas à droite de l'illustration fait tout à fait sens avec le côté beaucoup plus lumineux ici, les différentes teintes de vert également qui s'entrecroisent sur la carte. Non, vraiment j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est très clairement une de mes holos préférées de Légendes oubliées. Allez, on continue avec un électrode. Alors cet électrode-là est un petit peu dans le même style finalement que le Kaorin, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que je crois que même c'est le même illustrateur, hein, de toute façon, hein. Oui, voilà, c'est Umemoto, hein. C'est Umemoto, même illustrateur. Donc on se rend compte, hein, tout à fait des points communs entre ces deux illustrations. Ça va être surtout au niveau du décor, un décor enfantin, un décor
dessin animé, de cartoon finalement. Tout à l'heure sur l'illustration de Kaorin, on voyait le mont Chimney, hein, qui est la montagne de la 3e génération, la montagne de la région de Hoenn, au nord de Vermilava, enfin disons que Vermilava est au pied du mont Chimney. Et bien ici on a à peu près le même style, c'est-à-dire avec des appareils ici électroménagers, hein, donc ce qui est totalement différent de ce qu'on avait pu voir avec le Kaorin de tout à l'heure. Mais au niveau du style, en tout cas, c'est la même chose. Le mont Chimney tout à l'heure qui était dans une forme très enfantine, très cartoonesque, eh bien on le retrouve ici tout à fait avec ce carrelage, avec cette maison dans laquelle Electrode se trouve, ces appareils électroménagers, on ne sait pas trop si ce sont des machines à laver, des frigos ou des coffres, mais en tout cas, ces appareils-là sont tout à fait dans le style hein, de Umemoto, tel qu'on l'a vu en tout cas dans ces 2 premières illustrations de Légendes oubliées. Le Electrode en lui-même est plutôt marrant. Il me fait un petit peu penser dans le style au Electrode d'Olon de Espèce Delta, vous savez, qui est projeté comme ça du sol. On est sur ce même genre d'illustration assez rigolote. Donc voilà, en tout cas l'effet holo va très très bien à la carte. Et ça fait plaisir aussi de respirer de temps en temps avec des illustrations un petit peu plus drôles, moins premier degré. Allez, on continue avec un très joli Broabam de Komiya. Hein, je rappelle que Komiya était très productif à l'époque du Block X. Il a illustré des rares, il a illustré des communes, des peu communes, mais aussi pas mal d'holographiques, mine de rien. Bon, il n'a pas illustré Dex, hein. Mais en tout cas, au niveau des holos, il en a fait quelques-unes, dont ce Broabam. Donc on reconnaît très très bien son style crayonné, on reconnaît très bien la disproportion au niveau des formes du Pokémon, une disproportion totalement volontaire, hein, bien sûr, chez Komiya. Donc c'est tout à fait représentatif de ce qu'on attend d'une illustration de Komiya, finalement, avec cet art un petit peu contemporain, très très novateur, ce style donc très crayonné, très vertical, hein, qu'on retrouve sur toute la carte, les formes un petit peu cubiques des Pokémon, et encore une fois, eh bien, les expressions faciales très exagérées, avec des styles très très particuliers. Et donc forcément je suis très très fan de cette carte que je n'aimais pas forcément énormément à l'époque où cette série était sortie, mais en tout cas avec le temps, eh bien, comme la plupart des illustrations de Komiya, j'ai appris à l'apprécier. Et cette carte avait 4 attaques d'ailleurs à noter, un petit peu comme le Broabam de Ex-Emeraude, hein. Broabam, c'est un Pokémon qui a tout le temps plein d'attaques, hein, vous noterez dans le bloc X. Ici, celui de Légendes oubliées a 4 attaques, c'est également le cas donc pour la holo de Ex-Emeraude, un petit peu dans le même style que le Tyrannosif X de Force Cachée qui également avait 4 attaques. Donc ça, c'était pour le joli Broabam. Allez, continuons avec une très belle holographique à nouveau, holographique que j'aime énormément, illustration de Kusajima cette fois-ci. Hein. Il s'agit du Scarino, le Scarino holo, magnifique. Donc à nouveau un style très particulier Kusajima. On l'a pas encore rencontré dans cette vidéo hein, de présentation de Légendes oubliées, mais je vous en avais parlé dans d'autres vidéos de présentation de séries. Kusajima qui utilise souvent des teintes assez violettes, même si là on s'en rend pas forcément compte sur cette illustration. En tout cas, le Scarino en lui-même est dans un style assez particulier. On dirait un mélange finalement entre Komiya et Kusajima en fait. On dirait pas une illustration de Kusajima, on dirait une illustration à mi-chemin entre le style habituel de Kusajima et Komiya. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, bon, moi, elle marche sur moi, cette illustration. Surtout au niveau des couleurs, je trouve, le vert va très bien à Scarino. Le fond holographique est très, très réussi. Et puis même, le décor en lui-même, on se doute que Scarino, ici, est dans une forêt, avec des rayons lumineux qui arrivent à percer la cime des arbres et à s'immiscer comme ça dans la forêt, mais avec une atmosphère quand même relativement assez sombre, hein, puisqu'on imagine qu'on est ici à l'ombre, hein, sous des arbres. Donc voilà, moi l'illustration me fait rêver, elle me fait eh bien, imaginer tout un tas de choses, et j'aime bien quand les illustrations laissent la place à l'imagination justement. Donc c'est la 7ème du set, la 7ème sur 101, très très belle carte. Donc ensuite on a le Jirachi de cette série. Alors là, cette fois, je vais vous montrer
la version Holo Reverse. La version Holo simple, eh bien, elle est revenue de chez PSA, je l'ai envoyé chez PSA déjà, j'enverrai le reste hein, au fur et à mesure, hein, le reste de Légendes oubliées. Le Jirachi, je l'ai envoyé en premier parce que c'est vraiment une de mes holos préférées de la série, elle est revenue PSA 9, donc la version Holo simple. Et là, on est face à la version Holo Reverse, donc si vous voulez voir ces cartes-là, hein, n'hésitez pas à regarder mes vidéos de présentation des plus belles cartes gradées de ma collection et de réception de cartes PSA qui reviennent tout droit de l'atelier. En tout cas, là, c'est un très joli Jirachi Reverse. Donc comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu de l'effet Reverse de Légendes oubliées. Hein. Vous savez que à chaque série du bloc X, il y a un effet Reverse différent. Vous avez l'effet Mosaïque dans X-Deoxys. Vous avez l'effet Pokéball un petit peu effacé dans X-Force Cachée. Vous avez l'effet Type et Pokéball dans Rouge Vert Feuille. Et là, dans Légendes oubliées, vous avez l'effet de type, c'est vrai, sur les cartes reverse, hein, vous voyez tous les types ici qui prennent la place des points holographiques, l'énergie électrique, l'énergie combat, l'énergie feu, etc. Donc au lieu des points holographiques Cosmos Foil habituels, vous avez des types hein, qui prennent la place et qui brillent hein, sur la surface holo. Et la petite différence hein, de Légendes oubliées, c'est que vous avez également le type du Pokémon qui se répercute en holographique, enfin en reverse on va dire, sur les attaques et sur le texte, donc en bas de la carte. Donc ici, Jirachi a un double type, un petit peu comme le Celebi Obscur qu'on a vu précédemment, qui était de type Plante Ténèbres. Et bien là, ce Jirachi est de type Psy Acier, c'est-à-dire son type habituel dans le jeu vidéo en fait, hein, vraiment son type normal, Psy Acier. Et bien là, ils l'ont fait donc avec ces deux types, hein. C'est rare qu'on ait un Pokémon comme ça qui est exactement le même type que dans le jeu vidéo, hein. Souvent il n'en a qu'un sur les deux dans le TCG. Et bien là, il a les deux, et donc, comme il a les deux, et bien les deux types sont représentés ici, hein, le type Psy à gauche et le type Acier à droite, en reverse, sur le texte des attaques. Donc c'est vraiment très appréciable. On reconnaît bien toutes les teintes violettes du type Psy sur toute la carte, mais également toutes les teintes acier, toutes les teintes métalliques, avec les rainures transversales qui zèbrent toute la carte. Donc c'est vraiment très appréciable et très sympathique. Ça donne finalement une carte très riche, hein, une illustration très riche, alors que pourtant le décor n'est pas très fourni, n'est pas très travaillé, on a simplement des teintes de couleurs différentes sur le fond, mais le fait qu'il y ait tant de détails, tant de types et tant de couleurs finalement sur la carte, fait qu'elle est déjà très riche, très pleine, et que ça reste très appréciable hein, de regarder ce Jirachi. Donc illustration de Ryo Ueda. Vous voyez d'ailleurs que les types ne sont pas présents que sur le fond de l'illustration, mais également sur le Pokémon. Vous pouvez voir ici par transparence une énergie combat, ici une énergie psy, ici une énergie plante. Voilà, donc comme quoi finalement, eh bien par transparence, on voit bien que tout le film holographique était présent sur toute la carte, et pas simplement en dehors du Pokémon. Le Jirachi en lui-même a été dessiné par Ryo Ueda, hein, donc très très bonne... illustration, très bon illustrateur Ryo Ueda, celui qui a illustré tant de Pokémon X justement à cette époque du bloc X. Il a continué avec les niveaux X hein, par exemple ensuite dans Diamant et Perle, dans Platine. Donc voilà, c'est une très 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 belle illustration, c'est la 8ème du set, la 8ème sur 101. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est clairement une de mes holos favorites de la série. Allez, on continue avec la carte holographique suivante. Il s'agit de Maconieur, la 9ème du set. Illustration à nouveau de Hajime Kusajima, et cette fois-ci je reconnais à 100% son style. C'est pas comme pour le Scarino tout à l'heure où j'avais l'impression qu'il était vraiment entre son style habituel et Komiya. Là, on est sur du Kusajima pur. Vous remarquerez qu'on a une semi-spirale ici, un semi-swirl sur la jambe droite de Maconieur. Donc en tout cas, très très belle illustration, très propre. Hein. Donc là, le Pokémon est vraiment illustré dans toute sa splendeur. On a accès à beaucoup de détails. On n'est pas là pour faire forcément une illustration très enfantine. On n'est pas là non plus pour faire du Saito, hein, pour faire une illustration purement réaliste. Mais on est, comme d'habitude pour Kusajima, à mi-chemin entre les deux styles. Et c'est ça qui est très appréciable avec lui. C'est que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein, c'est toujours... à mi-chemin, et je trouve que ces illustrations sont très riches et essentielles pour la diversité du TCG Pokémon. Donc très très beau dessin avec derrière un ciel, une falaise rocheuse. Il en faut pas beaucoup pour mettre en valeur ce Maconieur, mais en tout cas avec l'effet holographique, ben, ça va vraiment très très bien.
avec son Pokébody excès de zèle. Je me souviens en 2005, à l'époque, j'avais 10 ans lorsque cette série est sortie, hein, parce que je suis né en 95, et je me souviens que cette attaque, ce Pokébody, me surprenait un petit peu parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire un excès de zèle à l'époque. Et je me souviens avoir demandé à ma mère, notamment, à d'autres personnes aussi, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que ça veut dire excès de zèle, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et on m'avait expliqué justement ce que ça voulait dire, un excès de zèle. Et c'est à partir de là où finalement, grâce à Pokémon, j'ai enrichi mon vocabulaire. Voilà. Donc en tout cas, très belle illustration, avec des couleurs assez claires pour Macogneur, hein, un petit peu différentes de la couleur réelle, entre guillemets, de Macogneur telle qu'on peut la voir dans le jeu vidéo. Hein. Ici, les teintes verdâtres sont quand même assez accentuées. De là à dire qu'il est shiny, il n'y a qu'un pas, mais... En tout cas, voilà, très très beau dessin. Allez, on continue sur une illustration, cette fois-ci d'une illustratrice qu'on n'a pas eu la chance de voir dans cette vidéo encore. Il s'agit d'Atsuko Nishida, la reine des illustratrices, mon illustratrice préférée, qui a ici illustré un Charmina. Donc là, en plus, je vous montre la version Reverse. Et la version Reverse, eh bien, elle brille de mille feux. Hein. Elle est encore plus pétillante que la version simple holographique. Donc vous pouvez voir, bien évidemment, toutes les énergies. Ici, elles sont très voyantes. Hein. Vous pouvez vraiment les voir dans tous leurs détails. Énergie combat, énergie plante, énergie électrique, énergie psy, enfin, l'énergie feu, vous les voyez toutes. Et clairement, le Charmina est très bien dessiné. Alors, on a le style habituel de Nishida. Qu'est-ce que c'est? Ces couleurs très pastel, ce style très pastelisé, cette lumière très très douce, cette luminosité très douce, ce coup de pinceau hein, qu'il nous semble voir directement sur Charmina, ces couleurs très soyeuses et cette non-agressivité totale de Charmina, hein, puisque avec Nishida, eh bien, on est habitué à des illustrations très douces, jamais agressives, avec un style vraiment très très reconnaissable, et très souvent des plantes, hein, vous l'aurez remarqué, je fais cette remarque depuis plusieurs vidéos, mais plus le temps passe, plus je m'aperçois que sur les illustrations un petit peu zoomées comme ça de Nishida, vous avez souvent accès à des plantes, à des végétaux. Alors parfois ce sont des herbes, parfois ce sont des feuilles, hein, souvent des feuilles bien vertes, bien éclatantes, très soyeuses, presque transparentes, mais vous avez souvent accès à de la végétation qui entoure comme ça les Pokémon lumineux et pastelisés habituels de Nishida. Vous remarquerez, essayez de faire un petit peu le tour des illustrations de Nishida que vous avez, surtout à l'époque du Block X, et vous remarquerez ce détail-là. En tout cas, très très belle illustration. On reconnaît l'effet reverse aux énergies, mais aussi à l'énergie combat, hein, le type de Charmina, qui est présent ici sur les attaques. Donc c'est la 10e du set, une Holo Reverse. Et d'ailleurs, hein, je vous ai pas fait la remarque tout à l'heure, mais comme on est au début du Block X encore, mine de rien, enfin en début-milieu on va dire, eh bien on n'avait pas encore le titre en or et les PV en or lorsque la carte était Holo Reverse. Hein, vous avez vu Charmina et 80 PV, ça reste en noir classique, alors que sur des séries récentes, hein, sur les Holo Reverse, ici vous auriez eu le nom en or et les PV en or. Voilà. Et la petite étoile également brillante. Alors là, on arrive à l'enchaînement de mes deux holographiques préférés, probablement de la série Légendes oubliées, à commencer par ce magnifique Métalos de Kuki Saito. Alors on en parlait tout à l'heure, hein, je vous faisais un petit peu le comparatif avec Kusajima. Saito, c'est peut-être mon illustrateur préféré avec Fukuda. Plus le temps passe et plus je me rends compte que Fukuda et Saito, ce sont vraiment mes deux illustrateurs masculins préférés, entre guillemets. Au niveau de mes illustratrices préférées, ça reste et restera Atsuko Nishida et Kagemaru Himeno, hein, qui ont toujours été mes deux illustratrices préférées. Mais au niveau des illustrateurs hommes, maintenant je me rends compte que plus le temps passe et plus c'est Saito et Fukuda. Fukuda, ça a toujours été le cas, mais Saito a toujours oscillé entre la 3e et la 4e place, mais en fait, pour moi, c'est lui qui a le mieux compris l'univers Pokémon, qui a le mieux cerné. La preuve avec ce Métalos, on a vraiment un zoom sur Métalos, Saito le biologiste, encore une fois comme j'aime le dire, il arrive à nous dépeindre les Pokémon dans toutes leurs caractéristiques, dans toute leur essence, hein. Regardez-moi ce sens du détail au niveau du regard, des yeux de Métalos, au niveau eh bien, des courbures du corps, hein, surtout par rapport au niveau des formes, c'est assez exceptionnel, je trouve, le travail qu'il fait, même au niveau des proportions, tout est toujours très bien
calibré, et souvent c'est plus simple de faire un Pokémon de loin qu'on ne voit pas en détail, etc. parce que vous pouvez plus laisser place à votre imagination. Mais avec Saito, c'est pas le cas. Il prend des risques. Saito, il est pas là pour se cacher derrière une illustration un petit peu vague en fond. Non, non, il est là pour vraiment dépeindre les Pokémon dans toutes leurs caractéristiques pour qu'ils soient le plus proche du spectateur, comme si vous l'aviez face à vous, en fait. Et ça, c'est assez phénoménal. Vous pouvez admirer ici toute la perspective de Métalos, toute la beauté de la carte. Et on est exactement dans le même cas que Jirachi, c'est-à-dire que le Pokémon ici est de type Psy et Acier, et c'est son véritable double type, bien entendu, dans le jeu vidéo. Donc que ce soit Jirachi ou Métalos, eh bien ils ont décidé de leur donner le double type normal, entre guillemets, qu'ils ont dans le jeu vidéo, et de ne pas les cantonner simplement à un des deux types, soit Acier, soit Psy. Donc c'est vraiment appréciable, cette magnifique illustration de Saito, la 11e sur 101, qui est vraiment très belle, avec ses couleurs violettes et métalliques hein, qui se rejoignent, qui s'entrecroisent les unes aux autres, et encore une fois, bah, ça donne une illustration très colorée, vraiment très belle, très complète, très riche, et c'est tout ce que j'aime. Donc c'est probablement, en tout cas dans mon top 3 de mes holos préférés de Légendes oubliées, ça c'est sûr et certain. Elle est très belle. Carte numéro 11. Et là on arrive avec une carte qui fait également partie de mon top 3 de mes holos préférés de Légendes oubliées. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous également. Il s'agit du magnifique Milobellus d'Atsuko Nishida. Quelle carte exceptionnelle, quelle carte magnifique, mémorable. Tous les adjectifs vont à cette carte. On a une magnifique swirl ici en haut à gauche de l'illustration, ce qui rajoute ce côté galaxie. On dirait qu'on est face à une constellation ici, tellement la carte brille de mille feux. Illustration d'Atsuko Nishida. Alors, vous avez la combinaison entre Milobellus, qui est le plus beau des Pokémon, et Atsuko Nishida, qui illustre les plus beaux Pokémon, et qui à chaque fois leur donne une teinte encore plus mignonne, encore plus belle que leurs caractéristiques habituelles. Alors forcément, le combo des deux, ça ne pouvait donner qu'une illustration comme celle-ci. C'est pour moi la définition même de la beauté, de la classe et de l'élégance. Si dans le dictionnaire il devait y avoir des illustrations au mot élégance, eh bien pour moi cette carte, cette illustration en tout cas, devrait faire partie de la définition, parce que il y a vraiment tout qui va. Les couleurs sont très bien choisies, sublimes. Vous avez ces aplats de luminosité, hein, comme Nishida aime bien le faire à différents endroits du corps de Milobellus. Ces points lumineux un petit peu partout pour rajouter encore eh bien ce côté bah oui, très lumineux à la carte, mais qui finalement vous aveugle hein, quand vous regardez l'illustration sous une source lumineuse. Le Pokémon, encore une fois dessiné eh bien grâce à du pastel, hein, des teintes pastelisées. Des couleurs très claires, très lumineuses. Le regard, regardez-moi cet éclat dans le regard du Milobellus. Regardez-moi la beauté de la queue de Milobellus avec ces couleurs rouges et bleues qui s'entrechoquent les unes aux autres. Le fond en lui-même est tellement beau, tellement bien mise en valeur avec ce rouge hein, qu'on peut voir à droite de l'illustration, mais aussi ce bleu, puisque Milobellus évolue, bien entendu, ici dans un environnement aquatique. On se demande si c'est de la glace qu'il y a en haut, ici de l'illustration, mais en tout cas, la composition d'ensemble est vraiment magnifique. Là, vous étiez content hein, d'avoir une carte comme ça. À noter d'ailleurs que cette carte-là, eh bien, enfin, vous aviez le Milobellus holo normal et bah, comme dans Emerald, hein, Emerald, vous aviez le Milobellus du deck. Ce Milobellus était aussi disponible en promo, en plus d'être disponible donc en booster. Je ne sais pas quoi dire sur cette carte en tout cas, si ce n'est que c'est l'une des plus belles illustrations du bloc X. Avec énormément de détails, une beauté à couper le souffle. Voilà, donc je pense que j'ai épuisé tous mes adjectifs pour la qualifier, mais j'espère que vous l'appréciez vous aussi. Allez, on continue avec une autre carte très jolie. Hein. Tout à l'heure, on a eu le Scarino. Et bien maintenant, nous voici avec le Scarabrute, illustré aussi par Kusajima. Donc vraiment une très jolie carte. J'aime beaucoup justement ce style qui tranche avec les autres illustrations qu'on a vues précédemment, les autres illustrateurs aussi. Ce style très crayonné, hein. Vous voyez ici en fait, eh bien tous ces coups de crayon noirs sur le Scarabrute.
ce qui laisse apparaître en fait presque les étapes hein, du dessin de Kusajima, et ça c'est vraiment vraiment appréciable, donc j'aime beaucoup. Le fond aussi, cette grotte m'a toujours plu. C'est très mystérieux, c'est très beau mine de rien, et l'effet holographique va très très bien au Pokémon. Cette illustration tellement sombre finalement eh bien s'éclaircit grâce à l'effet holographique, donc ça donne une composition finale vraiment sympathique et vraiment réussie. C'est la 13e du set, la 13e sur 101. Allez, si vous me connaissez maintenant, eh bien, vous savez qu'on arrive à un de mes Pokémon préférés de la 3e génération, le Tangalis. Le Tangalis de Nakamura, le fameux Tangalis qui dab, illustration que j'aime beaucoup. On a de très très beaux Tangalis holo dans le bloc X. On a celui de Legend Maker, donc de créateur de légende, qui est sublime. On a celui de Deoxys en rare, qui est magnifique. Et on a celui-là aussi qui est très 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 beau. Tangalis donc de Légendes oubliées. Je ne saurais pas départager ces cartes entre elles. En tout cas, les apprécier toutes au même niveau, ça c'est quelque chose que je peux faire. L'illustration est vraiment très 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 réussie. On a accès à tous les détails du corps de Tangalis, son nez, ses bras ventilateurs entre guillemets, tous les détails qui forment le Tengu, hein, finalement cette créature mythique, mythologique japonaise. Tout est là, tout est rassemblé avec son attaque extra-danseur. Donc c'est magnifique. Très 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 belle illustration. Allez, on arrive à la fin des cartes holographiques de la série X Légendes oubliées avec un Keymorse, la 15e du set en Holo Reverse. Donc à nouveau une carte, la 3e de la série illustrée par Atsuko Nishida. On avait eu le Charmina, on a vu le Milebellus, et puis maintenant voici le Keymorse. Donc à nouveau, hein, des couleurs très très claires, un Keymorse très gentil, hein, très guilleré, puisque c'est Nishida qui l'illustre, et énormément de détails au niveau des teintes bleutées. Hein. Vous avez remarqué, on a différentes nuances de bleu ici, de la plus claire à la plus foncée. Et c'est très très plaisant avec tous ces types en fond qui eh bien, rajoutent de la brillance à la carte, un effet holographique, et puis l'énergie eau bien entendu sur le texte. Hein. C'est magnifique. C'est juste exceptionnel, donc une très 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 jolie illustration d'Atsuko Nishida. Allez, continuons avec un très 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 joli flore de Yukamori. Alors, habituellement, c'est vrai que je ne suis pas un énorme fan des cartes pâte à modeler. Là, ceci dit, sur ce joli flore, je trouve que ça marche plutôt bien, parce que comme c'est un Pokémon qui est très petit et qui se prête assez bien, je trouve, à la pâte à modeler, eh bien là, ça marche. En tout cas, moi, ça me convient totalement. Et je trouve l'illustration très réussie, vraiment très très sympathique. Alors il y a l'effet reverse qui joue énormément, hein, je pense. Donc là on a l'énergie plante, hein, bien entendu, qui est visible. Et puis sinon, tous les effets sur la mousse, hein. Le fait que ce soit une véritable photographie de mousse, de roche, je trouve que ça rajoute quelque chose, c'est assez cool. Et puis le Pokémon en lui-même, pâte à modeler, est en tout cas bien réussi. Donc même si ce ne sont pas mes illustrations préférées, eh bien je trouve le rendu final quand même assez joli, assez sympa. Donc en tout cas, on en a fini avec les holos. Je vais vous montrer quand même la plupart des autres cartes. Je vous montrerai toutes les reverse, hein, quoi qu'il arrive, parce qu'elles sont vraiment très belles. Je vais vous montrer toutes les rares. Après, au niveau des peu communes et des communes, pour éviter que la vidéo fasse 1h30, je pourrai passer celles qui me semblent les moins réussies et pour me focaliser sur l'essentiel, sur les cartes que je veux vraiment vous montrer. Donc on continue avec le Eoko, la 17 sur 101. Donc voilà, typiquement une carte sur laquelle je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'Eoko, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, hein, qui était très difficile à capturer en 3ème génération, puisque je le rappelle, il était disponible au Mont Memoria dans les hautes herbes au sommet, mais à une probabilité très faible de 1 ou 5%, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'était très très faible. Voilà, très joli Eoko. Ensuite, on passe sur une carte en rare reverse. Une rare reverse
qui est très très joli, c'est Rose Abyss. Et là, c'est Kagemaru Himeno qui illustre Rose Abyss. On n'a pas eu l'occasion de voir Himeno au niveau des cartes Zolo. On n'a pas vu d'Holo illustré par Himeno. Donc voilà, là on se rattrape un petit peu sur les rares. Ce Rose Abyss en Rare River, donc la 18e du set, illustré par Himeno. J'aime beaucoup le dessin du Pokémon, vraiment très très sympathique. Et puis encore une fois, hein, toutes ces énergies derrière qui se répercutent, c'est vraiment vraiment stylé. Et voilà, cette énergie plante, cette énergie électrique, cette énergie combat qui brille de mille feux avec ce fond corallien, hein, on sent tous les coraux derrière le Rose Abyss, qui aime bien les mers tempérées, hein, de manière générale. Eh bien je trouve que ça rend particulièrement bien. Donc voilà, vraiment magnifique Rose Abyss. Alors lui, je ne l'ai pas en reverse, mais je vous le montre quand même, parce qu'il reste très sympathique. C'est le Serpang, illustré également par Himeno, hein. Illustré aussi par Himeno, dans un environnement un petit peu moins lumineux, il y a un petit peu moins de coraux, hein, il y a un petit peu moins de végétation sous l'eau. En tout cas, on peut voir... alors, je ne sais pas si ce sont des algues ou si ce sont une sorte de fumée noire, hein, qui sort de l'eau, mais ça reste beaucoup plus sombre, ce qui va bien avec le caractère de Serpang aussi. Donc en tout cas, une très 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 belle carte, la 19e du set. Allez, on continue avec une autre carte reverse, Rare Reverse, c'est le Mascadra. Donc très joli, ce petit Mascadra. Ici, c'est surtout l'effet reverse, hein, qui, moi, me plaît beaucoup. Le Mascadra en lui-même est plutôt bien dessiné. Après, ce n'est pas les illustrations que je préfère. On peut voir d'autres petits Mascadras derrière dans le fond. On a une surface aquatique, hein, très sympathique ici. Et puis, également de la terre. Donc, voilà, ça rend vraiment très très bien. Très joli Mascadra en Rare Reverse. Alors là, on arrive à une superbe illustration qui est signée Mitsuhiro Arita. Donc pareil, on n'avait pas vu d'illustration d'Arita depuis le début de cette vidéo. Et bien en voici. Donc le Metang illustré par Arita, qui est vraiment magnifique, hein. Je vous fais un zoom sur cette carte pour que vous vous rendiez compte du nombre de détails qu'il y a au niveau des arbres, au niveau de l'eau, du sable, de la végétation. Il y a tellement de détails. Bon, le Pokémon en lui-même est très bien dessiné, avec encore Arita qui arrive à visualiser, à dépeindre un regard, hein. Il est très très fort pour ça, pour les regards, Arita. C'est un de ses gros points forts pour moi, c'est visuellement, hein, ce qu'il arrive à faire. En tout cas, voilà, le fond est absolument sensationnel. Ici, c'est le décor qui me marque encore plus que le Pokémon. Ça me rappelle certaines illustrations de Tropical Mega Battle, hein. En tout cas, c'est très 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 joli. Franchement, magnifique Metang. Allez, on continue avec une très jolie Rare Reverse. Il s'agit du Fenard, la 22e du set. Illustration de Aoki également, hein, qui avait été assez prolifique, mine de rien, sur cette série. Et donc voilà, un très beau Fenard qui brille bien grâce à son effet Reverse. On a à nouveau toutes les énergies disponibles en fond, l'énergie feu au centre, et puis un dessin, mine de rien, très très sympa. Très beau, très réussi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, on passe à Morpheo. On va avoir toutes les formes de Morpheo dans cette série, à commencer par le Morpheo Pluie de Kizuki. Donc vraiment une très jolie illustration. Le Morpheo est plutôt marrant, mais c'est surtout le fond, je trouve, avec ses gouttes de pluie de différentes couleurs. Et puis même, ce fond très cartoonesque, un très dessin animé x1000, hein, clairement, cette fois-ci. Mais ça rend tellement bien que ça fait vraiment le taf, hein. Moi j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Ensuite, dans un style beaucoup plus soigné, beaucoup plus sérieux, exactement dans la même idée que le Rose Abyss et le Serpang qu'on a vu tout à l'heure, voici le Relicanth. Alors je trouve ça très cohérent que Kagemaru Himeno ait illustré ces trois Pokémon là. Pourquoi ? Car ils se trouvent en fait au même endroit. C'est-à-dire que lorsque vous faites plonger en 3e génération, que vous retrouvez dans le fond de l'eau, par exemple, pas loin d'Atalanopolis, hein, vous avez accès à des coquilles-perles
à des Lupios et à des reliquantes. Donc bien entendu, la forme évoluée de Lupio, c'est Lanterne, que ici on n'a pas. Je pense pas d'ailleurs qu'il ait été illustré par Himeno. Mais par contre, vous aviez des coquiperles. Et les coquiperles évoluent soit en Rosabis, soit en Serpang. Et donc je trouve ça plutôt cool que Himeno ait à la fois illustré les Rosabis et les Serpang, mais également le Reliquante, qui avait un très très faible pourcentage d'apparition, quel que soit l'endroit où vous le cherchiez. Moi je me souviens que j'ai eu une chasse de Reliquante en cours, que je n'ai toujours pas voulu reprendre, qui est eh bien juste à l'entrée en fait de la caverne qui mène à Atalanopolis. Lorsque vous avez des herbes sous-marines, eh bien vous pouvez rencontrer des Reliquantes à un pourcentage très très faible. Et donc c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, que j'ai toujours apprécié, Reliquante. Et cette illustration est vraiment très très belle parce que Himeno lui rend clairement hommage ici grâce à ce dessin magistral. On est presque face à l'illustration de Sugimori ou de Saito, tellement un soin particulier a été apporté au Pokémon et à la précision du détail. Très joli. Allez, on a vu le Morpheo Pluie, et bien maintenant, voici une autre forme de Morpheo. Il s'agit du Morpheo Neige. Donc on est dans le même style que Morpheo Pluie, vous l'aurez compris. Une illustration très cartoonesque. Ici, vous avez des petits stalgamins quand même qui sont assez marrants, des flocons de neige qui ressemblent vraiment à un dessin fait par un enfant. Mais ça marche, ça marche très très bien. Ça marche vraiment très bien, je trouve ça plutôt cool, qu'il y ait ce style-là de Kizuki dans cette série. C'est Kizuki, bien sûr, qui a fait aussi le Morpheo Pluie. Donc voilà, je trouve que c'est assez marrant, c'est une petite respiration enfantine. Ça fait plaisir aussi de voir des illustrations comme ça de temps en temps. Et quand on parle du loup, voici le troisième, le Morpheo Soleil, illustré également par Kizuki. On est dans la même ambiance avec ce soleil démesurément grand, avec ses rayons lumineux rouges et jaunes, les plantes faites de manière très superficielle, et puis le Morpheo Soleil en plein milieu. Donc voilà, ce sont des illustrations très conceptuelles, mais moi j'aime beaucoup, ça marche sur moi, ça me fait rire. Donc ça reste de belles cartes pour l'époque, clairement. Allez, on enchaîne avec un très 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 joli Tropius, même pas besoin de regarder l'illustrateur, on sait très bien que c'est Saito. Magnifique ce Tropius, incroyable, c'est une rare, mais quelle rare, franchement. Regardez-moi encore une fois ce biologiste qui est Saito, qui nous a dépeint Tropius dans toutes ses spécificités, au niveau des motifs sur ses ailes, les coupures, les excroissances au niveau de son cou, les bananes, l'expression de sa tête, tous les détails apportés à son corps, et puis même derrière les arbres avec les fruits, puisque Tropius se nourrit de fruits essentiellement, qu'il cueille dans les arbres. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Masterclass de Saito, encore une fois. Donc félicitations. Félicitations à Saito pour cette beauté. Cette beauté fatale. Allez, on continue avec un enchaînement de 2 Terral. Donc vous allez pouvoir un petit peu me dire lequel vous préférez. Moi, j'ai une préférence claire pour l'un des deux. À gauche, vous avez le Terral de Ken Sugimori. À droite, vous avez le Terral de Mitsuhiro Arita. Alors pour moi, c'est clairement le Terral de Mitsuhiro Arita qui est au-dessus ici. Donc les deux, ce sont des peu communes. Elles se suivent dans la série. 28 et 29e du 7. Le Terral de Arita, pour moi, il est mieux dessiné et le décor est plus beau. Voilà. Donc forcément, il n'y a pas photo. La lune est magnifique avec le reflet dans l'eau. Le Terral est chromé lui-même avec cette luminosité en contrebas qu'on a sous son corps, les reflets argentés de la lune, la puissance aussi de son regard rouge. Le fond est magnifique. Les couleurs sont donc beaucoup plus chromées, comme je le disais, ce qui moi me plaît beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, lequel vous préférez parmi les deux. Moi, c'est clairement celui de Arita. Allez, on a vu Morpheo Pluie, on a vu Morpheo Soleil, on a vu Morpheo Neige. Et bien voici Morpheo, tout court. Le Morpheo classique illustré lui-même par Kizuki. Cette fois-ci, c'est la version Reverse que je vous propose. Alors vous noterez que là on est sur des peu communes Reverse, on a terminé les rares, donc vous n'avez plus le logo Reverse qui apparaît ici sur le texte, vous avez simplement les énergies Reverse dans le cadre, mais ça s'arrête là. En tout cas, bon on reconnaît très bien l'illustration de Kizuki à nouveau, on reconnaît ce dessin très cartoonesque, on reconnaît bien. Donc on est dans un dessin animé en fait, tout simplement, avec le thermomètre, l'horloge, la petite bibliothèque, mais c'est sympa.
Moi je trouve que c'est très très sympa, c'est assumé comme style, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis l'effet reverse qui brille de mille feux, eh bien ça rajoute un véritable cachet à la carte. Allez, on continue avec les peu communes. Cette fois-ci, on est face à un Kaorin de Ken Sugimori. Alors là, en termes de classicisme, vous pouvez pas faire mieux. On peut pas faire plus classique que ce Kaorin. Donc illustré par Sugimori. La 31e du set. Donc voilà, c'est l'illustration officielle, l'artwork officiel. Il n'y a pas une énorme place qui est laissée au décor. Hein. On voit que les vibrations autour du Kaorin sont très sympathiques, mais nous empêchent un petit peu de voir ce décor avec les arbres morts, cette sorte de forêt un petit peu terne, triste, qu'il nous semble deviner au fond. En tout cas, le Kaorin en lui-même, bah, que dire, hein, c'est vraiment celui qu'on voit dans le jeu, celui qu'on peut attraper, notamment au pilier céleste, hein, vous pouvez avoir des Kaorins sauvages, eh bien il se présente comme ça face à nous, donc là on n'a aucune surprise. Surprise par contre pour ce coraillon qui lui est vraiment très très beau, qui eux sont vraiment très beaux, ces petits coraillons les uns sur les autres. Là on est vraiment face à une illustration originale avec un enchevêtrement de coraillons finalement qui vivent tous heureux les uns avec les autres. Ça fait toujours plaisir de voir des coraillons, ça fait moins plaisir de les voir à Galar, hein, ou même de les voir en 7ème génération, parce que bah, ils avaient déjà Prédastérie, hein, qui était donc à la région d'Alola. Les Prédastéries sont les prédateurs, hein, de coraillons. Donc déjà coraillon, ça commençait à être compliqué en 7G, mais alors en 8ème génération avec Coraillon de Galar et Coraillum, c'est encore plus compliqué maintenant, les pauvres coraillons. Je préfère les retrouver dans leur environnement de 3ème génération, où ils étaient si beaux, si joyeux, si tranquilles, si insouciants, avec toute cette eau là, c'est très très beau. Allez, à nouveau une carte reverse que je vous présente. Très très jolie carte reverse. Il s'agit de Dodrio illustré par Tanaka, avec un effet reverse qui cette fois-ci est très visible, très brillant en haut de la carte, mais vous voyez, il est quasiment inexistant ici, en bas de l'illustration. Alors vous pouvez voir quand même des petits effets de brillance par-ci par-là, mais en réalité il est quasiment inexistant, alors qu'il est visible sur toute la moitié supérieure. Enfin, cet effet hein, est visible sur toute la moitié supérieure de l'illustration, avec les énergies plantes, combat, feu habituels. Donc voilà, illustration de Tanaka, en tout cas c'est une peu commune. Allez, on continue avec une très jolie peu commune, peut-être ma peu commune préférée de la série. Il s'agit de Oniglali. Qu'est-ce qu'il est beau cet Oniglali illustré par Harada. Donc voilà, rien de spécial à dire, si ce n'est que on a juste à admirer visuellement la beauté de cet Oniglali, la finesse du trait, la finesse du dessin. On dirait vraiment un tableau, hein, pour le coup. On dirait un Oniglali réalisé par un peintre, un véritable peintre. Tellement la composition globale est réussie. Cette couleur blanche assez omniprésente sur l'illustration va vraiment très bien. Je trouve que le regard d'Oniglali a également été très réussi. Et puis les yeux bleus d'Oniglali, les cristaux, la glace hein, derrière le Pokémon, c'est vraiment très beau. Donc très content de vous montrer cette illustration que j'apprécie tout particulièrement. Très joli Oniglali. Allez, on continue avec un autre Pokémon pâte à modeler. C'est Orchid. Donc on aura toute la famille, hein. Vous avez vu Joliflore tout à l'heure en pâte à modeler. Et bien maintenant on a Orchid en simple peu commune. Donc voilà, plutôt sympathique, hein. On le retrouve dans des feuilles classiques, hein, enfin des feuilles réelles, hein, je veux dire, hein, qu'on pourrait retrouver dans notre monde, puisque c'est une véritable photo qui a été prise, et le petit Orchid pâte à modeler a été ensuite rajouté, incorporé. Donc voilà, c'est sympathique, hein. C'est pas les illustrations qui me touchent le plus, mais ça reste sympa. On continue avec encore une fois une masterclass de Midori Harada, ce Nosferalto
Regardez-moi la beauté de ce Nosferalto en spirale qui est en train de faire un retourné en spirale. J'aime beaucoup cette illustration, hein. Regardez-moi ça. C'est absolument sublime. J'aime beaucoup les dessins qui sont à l'envers comme ça. Ça va vraiment très bien. Ça change, c'est encore une fois, c'est une respiration. Les illustrateurs innovent et c'est ça que j'ai envie de voir, hein. C'est ça que j'aime voir, hein. Magnifique, hein, franchement, ce Nosferalto. Quelle belle carte. Allez, continuons sur notre lancée avec un Tout-Doudou Reverse. Illustration de Kimura. Petit Tout-Doudou hein, qui ne paye pas de mine, hein, qui est plutôt sympathique. Avec l'effet Reverse qu'on retrouve sur toute l'illustration. En tout cas, le Pokémon est très mignon, très très joli. Perdu comme ça au milieu des feuilles. Tout petit Pokémon, Tout-Doudou, un bébé. Ça reste une illustration très 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 sympathique. Alors, on parlait tout à l'heure de Reliquante, de Coquille-Perle et ses évolutions, donc Rosabis et Serpang. Eh bien, nous voici face à Lanturn. Hein, on parlait de Loupio et de Lanturn tout à l'heure. Voici le Lanturn d'Aya Kusube. Donc c'est une très belle illustration. Je suis très heureux de l'avoir en reverse celle-ci parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Tous les Pokémon électriques comme ça qui ont une sorte de boule d'énergie qui envoie de la lumière, comme Faramp par exemple, Faramp ou Lanturn, eh bien je trouve que ces Pokémon-là rendent à chaque fois 10 fois mieux en holographique parce que justement cette boule lumineuse qui éclaire les environs éclaire aussi l'effet holographique et c'est le cas ici puisque vous pouvez voir que même si l'effet reverse est présent sur les bords de l'illustration, eh bien c'est beaucoup plus sombre ici, donc c'est quasiment invisibilisé, puisque la lumière de Lanturn n'éclaire que les environs immédiats des abysses, hein, c'est-à-dire la zone autour de sa tête, qui est lumineuse, qui est éclairée, et sur laquelle on peut donc discerner les énergies, combat, feu, etc. Faut bien imaginer que ce Lanturn-là semble être dans les abysses, hein, c'est un Pokémon qui peut descendre très profondément, c'est eh bien c'est à ça que lui sert sa boule d'énergie sur sa tête, hein, qui prend l'inspiration chez de véritables Pokémon, hein, comme les lamproies, me semble-t-il, qui sont des Pokémon, des poissons, pardon, lapsus, des poissons qui vivent dans les profondeurs de nos abysses, hein, de notre monde à nous. Et bien dans le monde Pokémon, voilà, l'équivalent, ce sont les lanternes, hein, qui peuvent descendre très profondément, et lorsque vous descendez sous la zone pélagique, la lumière du soleil ne peut plus atteindre eh bien, les profondeurs, donc c'est le noir complet, le noir total, et donc Lanturn se sert de ça pour éclairer les environs. J'aime beaucoup le style crayonné, dessiné, et on peut voir toutes les étapes du dessin ici sur le Pokémon, donc c'est vraiment très très appréciable, très beau. Nous avons vu tout à l'heure le Brouhabam de Komiya, cette fois-ci nous voyons le Ramboom de Komiya, bien évidemment, vous vous en doutez. Il a dessiné toute la lignée évolutive. Donc voilà, le petit Ramboom, donc encore une fois, hein, on est sur une illustration très classique de Komiya, avec des effets cubiques, avec des mouvements très étranges, mais qui font partie de son style. Regardez-moi avec le coup de bras, le coup de main qu'il est en train de foutre, la gifle en fait, hein, disons les choses. Mais voilà, le Pokémon en lui-même est très 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 sympa, et puis cette illustration change un peu, elle fait sourire, c'est le but de Komiya en même temps, et donc c'est vraiment appréciable. Très très joli. On continue avec Love Disc, le Love Disc de Tanaka, enfin les Love Disc de Tanaka, avec tous ces petits Love Disc derrière qui sont également sur la carte. Dessin très simple ici, on a simplement de l'eau en fond, rien de transcendant, mais en tout cas le Pokémon est quand même bien dessiné, c'est la 40e du set sur 101. Un petit peu accéléré à partir de maintenant, puisqu'on arrive vers les peu communes et les communes. Donc là, on est face au Machopper de Kusajima. Tout à l'heure, on avait eu le Macogneur de Kusajima qui était si bien illustré, dont je vous avais tant fait l'éloge avec le fameux excès de zèle. Et bien là, c'est le Machopper qu'il a également illustré, donc très joli dessin. On reconnaît un volcan, très probablement le mont Chimney, hein, derrière ici en fond, avec la fumée qui se dégage de la caldeira. En tout cas, ça reste vraiment une très jolie illustration, un très beau Pokémon.
Et j'aime beaucoup ce match-hopper très bien dessiné, qui lui a des couleurs pour le coup beaucoup plus classiques hein, que les couleurs assez verdâtres finalement qu'on avait pu voir sur le Maconier tout à l'heure. Allez, je passe assez rapidement sur le Charmina de Ken Sugimori, puisque c'est le Charmina classique. Il y a un petit effet de mouvement quand même, comme si Charmina utilisait une attaque reflet hein, pour créer des clones de lui-même. Mais en tout cas, sinon, le Charmina en lui-même, il n'a rien de spécial. Hein, c'est le Charmina officiel, classique, qu'on peut voir en 3e génération. Là, par contre, maintenant, je vais vous faire eh bien, une petite sélection de mes tangs. Je vais vous comparer deux mes tangs, vous allez pouvoir me dire lequel vous préférez. Nous avons à gauche le métang de Kuki Saito et à droite le métang de Ken Sugimori. Donc c'est assez dur à dire. Hein. C'est assez dur à dire. Habituellement, je suis beaucoup plus fan du style de Saito que du style de Sugimori. Ici, cependant, je dois dire que ma préférence va au métang de Ken Sugimori, et pas forcément que parce qu'il est reverse, mais également par rapport au dessin, à la lumière, hein, à la luminosité choisie. Je sais pas, il y a une petite ambiance, une petite âme qui se dégage du métang de Sugimori à droite, et ça me plaît bien. Et ça me plaît bien. Donc moi, je voterai pour lui avec ces énergies reverse, encore une fois, hein, sans l'énergie, bien entendu, ici sur les attaques, puisque c'est une simple Pokémon reverse, mais vous avez quand même l'effet qui se répercute sur tout le cadre. En tout cas, celui de Saito est quand même très réussi, hein, très jolie carte. Mais voilà, au moins vous pouvez comparer le métang Psy à gauche et le métang Acier à droite, hein, les deux pourraient se combiner pour créer son type normal. Enfin, son type normal, son type Psy Acier, hein, il n'est pas de type normal. Voilà. Donc ça, c'était pour les métangs, et on va faire maintenant... maintenant, on va voir Pifeuille, tout simplement. On va voir Pifeuille, qui est magnifique. Quel beau Pokémon, ce Pifeuille. Waouh. Illustration de Nakamura. Alors là, c'est assez étrange de voir Pifeuille comme ça, parce que, justement, là, vous pouvez voir une posture, une pose qui est vraiment, vraiment particulière ici de Pifeuille. Donc il est sur une branche d'arbre, hein. Vous pouvez voir une branche d'arbre ici, donc on devine le tronc d'arbre à cet endroit-là, et Pifeuille qui est en train de nous faire une pose avec le genou en flexion comme ça. Il n'a pas l'air de rigoler, il a l'air en plein combat, il a l'air assez sérieux ici Pifeuille, mais c'est un Pokémon que j'ai toujours apprécié, de par justement ce côté très sérieux, très combatif. Les Pokémon plantes de la 3e génération, de toute façon, que ce soit Arco, Masco, Junko, que ce soit Balignon, Chapignon, que ce soit Grenipio, Pifeuille, Tangalis, et j'en passe. Ce sont des Pokémon qui sont une réussite totale du début à la fin. Et donc Pifeuille, je l'adore, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il est trop bien, ce Pokémon. Trop bien. Magnifique. Allez, passons au Rhinophéros, la 46e du set d'Atsuko Nishida. Assez rare hein, de voir Nishida dessiner des Pokémon beaucoup plus rugueux, hein, beaucoup plus agressifs, combatifs, j'allais dire, que les Pokémon mignons et colorés qu'elle dessine d'habitude. En tout cas, là, Rhinophéros est très sympathique. On sent à nouveau la patte Nishida, on sent tout le côté lumineux. C'est vraiment un très joli Pokémon et un très beau dessin fait par Nishida. Et Nishida arrive ici à nous rendre Rhinophéros sympathique. Donc voilà, encore un tour de force réalisé par l'illustratrice de génie. Toujours Nishida pour ce très joli Fogler qui est la 47e du set, 47e sur 101. Encore une fois, hein, les couleurs lumineuses, le pastel, vous connaissez la chanson, maintenant je vais pas vous redécrire la même chose, mais en tout cas, le Fogler est vraiment très bien dessiné ici. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Nishida avait aussi fait le Kaimorse hein, en holographique que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'on avait en holo reverse. Et bien là, voici le Fogler. Hop. Allez, on continue avec le très joli Spinda.
le Spinda de Kagemaru Himeno. Alors vous remarquerez que dans cette série Les gens oubliés, ils aiment beaucoup montrer le mont Chimney. Hein. À nouveau en fond, on a derrière la montagne fumante, hein, le volcan fumant, le mont Chimney. En tout cas, que dire de ce Spinda? Il est tellement bien réalisé, tellement beau. Himeno ici qui nous a fait une illustration exceptionnelle. Alors Himeno, comme je vous le dis toujours, c'est une illustratrice qui met l'accent sur les couleurs, sur les reflets aussi, très très souvent. Vous pouvez voir ici les reflets, les aplats lumineux. On sent les reflets, les rayons de soleil, hein, ici. C'est comme si elle prenait une photographie, en fait. Elle prend une photo et vous avez des reflets quand c'est à contre-jour, sauf que là, c'est voulu pour rajouter des couleurs, pour rajouter de la puissance, de l'étendue au décor. Hein. Et ici, Himeno nous régale avec tous ces effets de reflets un petit peu partout, et puis ce Spinda tellement bien dessiné également, c'est presque du Saito, tellement on a l'impression de voir les détails de son corps, et le décor qui est exceptionnel, vraiment magnifique, avec la végétation, le volcan, non il y a vraiment tout qui est réussi, et ça il n'y a que Himeno qui est capable de faire des réussites totales à chaque fois en toutes circonstances, donc bravo à elle. Alors on arrive sur les dernières peu communes de la série, avec le Staros. Le Staros en reverse d'Aya Kusube. Donc là, c'est une illustration très 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 sombre. Et c'est pour ça que vous voyez que l'effet reverse peine finalement à tirer son épingle du jeu. Puisque l'illustration est tellement noire, tellement sombre, que le meilleur endroit finalement pour admirer l'effet reverse et les énergies, c'est dans le joyau central de Staros finalement. C'est là qu'on voit une énergie électrique, une énergie psy, une énergie plante, etc. Et sinon, sur les bords de la carte, dans le noir absolu, on distingue également des énergies, mais c'est plus dur de les apercevoir. Donc en tout cas, très très beau Staros, hein. Ça fait plaisir de le voir aussi dans des environnements comme ça. D'habitude, il est souvent présenté de manière très claire, sur la plage, ou alors dans une eau assez claire, avec d'autres Pokémon. Et bien là, de le voir comme ça, c'est plutôt cool. 49e du set. Les petites illustrations sur laquelle je vais passer assez vite, je vous la montre quand même, c'est le Avaltou Patamode, la 50e du set de Yukamori, donc voilà, perdu dans la pampa, perdu dans les feuilles, le petit Avaltou Patamodelé, il fait quand même bien plaisir. Ensuite, on continue avec la dernière peu commune de la série, la toute dernière peu commune de la série, c'est le Tentacruel de Isao Nakamura. Donc voilà, plutôt sympathique. C'est pas le Tentacruel que je préfère, hein, par rapport à celui de ex-créateur de légende, par exemple. Je dois avouer que c'est pas la même chose, mais il est quand même sympa, c'est un style à part. Et peut-être que vous, c'est un Tentacruel qui vous marquera beaucoup. Allez, on arrive avec les communes. On arrive avec les communes et on va commencer en comparant deux Pokémon. Les deux sont en reverse en plus. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Il s'agit de Balbuto, un Pokémon que j'aime énormément, Balbuto. Il y avait un très bel épisode de l'animé qui lui était consacré d'ailleurs, avec une petite chanson qui m'est restée en tête avec les années. C'était pas une chanson incroyable, mais le refrain c'était « Suis le chemin de Balbuto ». Voilà, c'était... un épisode assez incroyable, hein. Si vous vous rappelez de cet épisode, bah bravo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais voilà, c'est un Pokémon que j'aime énormément. Le Balbuto tournoyant ici de Ken Sugimori, on voit bien qu'il fait sa toupie, hein, qu'il est en train de tourner, me marque beaucoup plus que le Balbuto de Umemoto, mais les deux sont vraiment réussis quand même, hein. Très très jolis. Et le fait que les deux soient reverse, eh bien, ça rend particulièrement bien. Et la carte brille du coup de 1000 feux, hein, là, très clairement. C'est assez génial, hein. On est face à... on dirait vraiment une carte holographique, hein, tellement ça brille. Donc c'est vraiment très plaisant à voir. Hop, c'était la 52 et la 53e du set. Allez, là, on arrive sur une très 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 grosse carte. C'est le Terral. Le magnifique Terral de Kuki Saito. C'est la 54e carte du set en commune. Qu'est-ce qu'il est beau ce Terral, il est exceptionnel. C'est sûrement ma commune préférée de la série. Elle est incroyable. Le décor est sublime, on sait pas trop où on se trouve. On est, si on le voit mieux en fait, je vais vous montrer la version non reverse. Pour une fois, je vous montre aussi la version non reverse. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu le décor. On est dans une
bibliothèque, une sorte de chambre d'enfant, on dirait. Mais le dessin est très très beau, mais surtout le terral en lui-même est sublime. Alors à moins, je suis en train d'y penser, mais peut-être qu'il s'agit de la maison d'Algacia, dans laquelle Pierre Rochard vous remet la Pokéball qui contient Terral. Je n'y avais jamais pensé à ça. Mais il est tout à fait possible que cette maison, parce que je reconnais un petit peu la table centrale ici, sur laquelle Pierre Rochard parle et vous remet la Pokéball, mais il est possible que cette maison soit la maison d'Algacia, justement, où on vous remet le Terral niveau 5, gratuitement. Hein. Donc c'est possible. Élément à creuser, comparer les éléments de décor avec la véritable maison qu'on peut retrouver dans Algacia, mais en tout cas, ça me paraîtrait totalement cohérent. Mais voilà, j'ai toujours adoré cette illustration, le dessin est sublime, les couleurs, les teintes, les motifs, il y a tout qui est beau. Donc, masterclass. Masterclass. Allez, on continue avec le Germignon. Le petit Germignon en commune. Plutôt sympathique, très lumineux, on dirait presque une illustration d'Atsuko Nishida, mais ce n'est pas le cas, hein, c'est Yoshikawa. Beaucoup de lumière, notamment au bout de sa plante. Et puis, c'est ce côté très, finalement, très, très lumineux, très pastelisé. Ça nous fait penser à Nishida, mais non, c'est Yoshikawa. Très beau Germignon, en tout cas. Allez, on continue avec un enchaînement de deux Loupio. Vous allez pouvoir me dire lequel vous préférez. On a à gauche le Loupio de Kusube et à droite celui de Nakuaka. Voilà. Donc c'est plutôt stylé. Je pense préférer quand même celui de Kusube. Encore une fois, il est reverse, donc peut-être que ça biaise mon jugement. Mais je trouve que ça change un petit peu. Le Loupio à droite est beaucoup plus classique. Je l'aime beaucoup, mais il ne change pas vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors qu'à gauche, eh bien, il y a une petite singularité. Donc je trouve ça plutôt cool, du changement de temps en temps. Très 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 joli Loupio. Les deux sont vraiment très très beaux. Et puis l'effet reverse va très bien à celui de gauche. Hein. Très clairement. Malgré l'obscurité et la noirceur de l'illustration. Hop là, on continue avec un magnifique Coquille Perle. Et oui, c'est Himeno qui l'illustre, bien sûr, vous vous en doutez, on en parlait tout à l'heure. Himeno a illustré le Relicanth, Himeno a illustré le Serpang, Himeno a illustré le Rosabis, donc Himeno allait forcément illustrer le Coquille Perle. Très 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 belle illustration ici de Coquille Perle. On sent très bien qu'on se trouve dans les fonds marins de la région de Hoenn et ça fait plaisir, ça nous rappelle les souvenirs exceptionnels et c'est trop trop beau. Magnifique petit Coquille Perle, un Pokémon que j'ai toujours apprécié avec les petits coraux, les teintes très lumineuses ici, c'est magnifique. La 58e du set, j'adore. J'adore vraiment. On continue avec Hérissandre. Un petit Hérissandre. Faut bien voir des Hérissandres de temps en temps, franchement. On sait pas trop ce qu'il fait là, cet Hérissandre, mais il est là en tout cas. Il est là, il fait plaisir, et voilà, il est là pour nous. La 59e du set. Je suis en train de calculer, mais on est d'accord, il n'y a pas de Feurisson et il n'y a pas de Typhlosion dans cette série. Quasiment sûr, hein. Alors que fait cet Hérissandre dans cette série ? Comment ça se fait que je me suis jamais posé la question? Très étrange. Vous voyez, en faisant des vidéos avec vous, je découvre des choses sur le Block-X. C'est assez marrant. Un Hérissandre en commune, et pas de Feurisson, et pas de Typhlosion. Assez bizarre. Allez, on continue avec un Dodio plutôt sympathique. Il brille, il est reverse, donc je vous le montre. Sinon, rien de spécial à dire dessus, si ce n'est que les deux têtes de Dodio ont l'air de s'entendre, ont l'air de bien se taquiner, de bien rigoler ensemble. Mais l'effet reverse se rend vraiment très bien. Allez, pour les fans de Komiya, je vous montre le petit Barpo, qui est très sympa quand même. Hein. Le Barpo, donc là vous avez bien entendu la pluie. Vous avez la pluie qui tombe sur le lac, ça fait des petits effets
Ça fait des petits effets à la surface de l'eau, ça fait des petites flaques. Donc c'est vraiment très sympathique. Et puis derrière, vous avez un Tropius ici. Là, vous avez des Goélises. Ils sont plutôt marrants. Vous avez ici un bec qui pend. Donc non, c'est vraiment très cool. Hein. C'est très cool. Très belle illustration de Komiya. Et puis le Barpo, là, qui paye pas de mine, qui sort de l'eau, qui sort sa petite tête. C'est une très jolie illustration. Allez, bon, je vous le montre quand même. Le petit Gloopty, je vous montre le petit Gloopty Reverse. Il est pas Reverse, pardon. Le petit Gloopty simplement en commune. Voilà. Donc c'est le Gloopty pâte à modeler. Voilà. Rien de bien transcendant. Là, par contre, une carte très belle. Une commune très belle que je vous propose ici. C'est le Rondoudou. Alors lui, il est en Reverse en plus. Illustration de Kimura. Mais vraiment, c'est un très beau Rondoudou là. Hein. Le Rondoudou est magnifique. Hein. Regardez-moi cette lune derrière l'arbre sur lequel Rondoudou est posté, puis même le dessin de Rondoudou en lui-même est très beau, très coloré, hein, des couleurs encore plus vives que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement avec Rondoudou. Et puis cet effet reverse qui brille de mille feux, qui lui va à ravir. Non, vraiment, c'est une carte, vous êtes vraiment content d'avoir ça hein, quand vous ouvrez un booster Légendes oubliées. Très beau. On continue avec Machoke, le Machoke d'Hajime Kusajima. La boucle est bouclée, on a vu le Macogneur de Kusajima, le Machopper de Kusajima. Voici maintenant le Machoke de Kusajima. Donc très sympa, on a encore le Mont Chimney en fond. Indécidément, sur les trois illustrations, le Machoke, le Machopper et le Macogneur, on aura eu le Mont Chimney derrière qui est en train de laisser sortir de la fumée. Donc très joli Machoke. Hop, on passe ensuite à Meditica. Je vais vous montrer les deux Meditica qui vous sont proposés dans cette série. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. À gauche, le Meditica de Ken Sugimori. À droite, celui d'Atsuko Nishida. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est celui de Nishida qui me marque le plus. Alors là, en plus, vous avez l'effet reverse qui rajoute de la brillance à la carte. Mais au niveau du dessin, celui qui est le plus original, c'est clairement celui de Nishida. Celui de Sugimori est très beau. Mais c'est le Meditica que vous affrontez, que vous rencontrez dans les versions Ruby Sapphire Emerald en 3ème génération à ON. C'est l'artwork original. Vous le rencontrez dans l'arène de Miyokara, notamment. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors que là, celui-là de Nishida, avec ses couleurs très lumineuses, ses aplats lumineux, encore une fois, propres à Nishida, ça rend vraiment l'illustration très originale. Et avec la brillance de l'effet reverse, c'est vraiment très cool. Hop là. Allez, je vais vous montrer l'enchaînement de Negapi et de Pozipi. Il y a un petit mystère entre eux, les deux ne se suivent pas, mais je vous montre Negapi et Pozipi quand même en même temps, ça serait dommage de les louper. Donc voilà, ils forment un arc-en-ciel. Le Negapi à gauche, le Pozipi à droite, les deux illustrés par Kagemaru Himeno, qui est une des illustratrices que je respecte le plus, vous l'avez compris maintenant. Sur le Pozipi, on a des cœurs dans le fond, et sur le Negapi, on a des étoiles. Donc voilà, les deux ne peuvent pas être comparés pour moi, ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Donc ils sont très mignons, en tout cas avec ce petit arc-en-ciel, c'est très sympa. Ouais, c'est la 67 et la 69e de la série. Et entre les deux, on sait pas pourquoi, ils ont foutu Misterbe. Vraiment aucun sens à ce play, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc je vous le présente, voici le Misterbe, le 68e, celui qui a dissocié Pozipi et Negapi. Donc on a eu le Horty de pâte à modeler, on a eu le Joliflore pâte à modeler, voici le Misterbe pâte à modeler, bien entendu. On continue avec un très joli Rhinocorn Reverse d'Atsuko Nishida, quelle belle carte également. Le Rhino Féroce avait été illustré par Atsuko Nishida tout à l'heure, on s'en rappelle. Nishida avait réussi à rendre un Pokémon très virulent et violent, elle l'avait rendu mignon, assez sympathique. Et le Rhinocorn ici, c'est un petit peu la même chose, même s'il semble assez fourbe ce Rhinocorn quand même. Hein. J'aimerais pas le rencontrer tout de suite, mais très bien dessiné. Encore une fois, le style particulièrement reconnaissable de Nishida et toutes ces énergies reverse qui vont vraiment bien avec l'illustration. Allez, je vous montre rapidement le petit Grenipio. Bon, je préférais largement le Pifeuille et le Tangalis que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, le Grenipio, il est là. Et il est quand même marrant. Hop.
Ensuite, on continue avec le très joli Polichombre de Midori Harada. Donc là, on est face à une commune exceptionnelle. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, on peut voir une agglomération hein, avec les lumières de la ville. Le Polichombre, ici, il semble vraiment très haut dans le ciel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment un détraqueur dans Harry Potter, ici. Hein, le Polichombre. Clairement, avec sa cape noire qui vole au vent derrière, la ville en contrebas, le fait qu'il soit très haut dans le ciel, on dirait vraiment un détraqueur. Mais il n'y a que son expression assez gentille, mignonne, qui nous fait comprendre que c'est pas un détraqueur. En tout cas, très 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 joli Polichombre. Et un Pokémon que j'aime particulièrement. Et ici, Harada nous a sorti une illustration magnifique avec beaucoup de détails. Hein. Le fait qu'on puisse voir les lumières de la ville à travers le voile de Polichombre, qui est assez fin finalement, ça c'est des détails qui moi me transportent de bonheur. Et puis les yeux, regardez-moi, le regard de Polichombre, les couleurs dans les yeux du Pokémon, c'est assez sensationnel. Félicitations à Harada pour cette magnifique illustration. Ensuite, on passe à Stalgama. Stalgama d'Harada, effectivement, en reverse. Trop, trop, trop beau. Alors ça, c'est beau. Hein. En plus, là, vous avez une caverne de glace. Je vais vous montrer la version normale hein, pour que vous puissiez vous en rendre compte. Derrière, vous avez un sort de mur de glace. Une sorte de mur de glace. Et vous avez le reflet du dos de Stalgama qui est donc reflété dans ce mur de glace. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Que ce soit la version normale ou la version reverse, ces deux communes, elles sont merveilleuses. Encore une fois, Harada qui a fait un boulot incroyable dans cette série. Merveilleux. Il est trop trop beau ce Stalgama. Franchement, il est magnifique. Incroyable illustration. On continue sur notre lancée avec un très joli Obali. On est à la 74e carte du set. Encore une fois, je vous rappelle, les ex, je ne vous les présenterai pas dans cette série. Hein. Pour ça, regardez mes vidéos réception de cartes gradées. Mais voilà, en tout cas, le Obali est vraiment sublime. Illustration d'Atsuko Nishida, il fallait s'en douter. Hein. Nishida a réalisé le Fogler et le Keymorse. Donc là, la boucle est bouclée à nouveau. Elle a illustré aussi le Obali, qui est trop mignon. Alors Obali, c'est déjà un Pokémon mignon de base, et alors là, illustré par Nishida, bah, il est encore plus mignon, il est encore plus joyeux, il est encore plus content, encore plus lumineux, tous les adjectifs sont possibles, mais il est vraiment vraiment magnifique, et il brille de mille feux grâce à l'effet reverse. On continue avec le très joli Starry de Kusube. Quelle belle carte aussi, ça également. Franchement, bon, on a eu tout à l'heure le Staros qui était un petit peu dans l'obscurité, on voyait un gros plan sur le Pokémon, là c'est un petit peu la même chose avec le Starry, on le voit de plus loin quand même, hein, donc on a accès à plus de décors, mais on est dans la même ambiance, hein, mine de rien, même ambiance de dessin. On a le joyau de Starry au centre avec une énergie dessus, et puis plein d'énergie autour du Pokémon, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Ça, c'est des illustrations qu'on veut voir et qu'on aimerait retrouver hein, de nos jours. Sur les reverse de nos jours, clairement, c'est ce qu'on aimerait voir. Bon, allez. Vu qu'on est à la fin et que je vous ai montré toutes les cartes, je vous montre aussi ce petit Aragdo. C'est pas une illustration à laquelle je suis très attaché, mais la petite maison est sympa derrière. Pareil, je vous montre le petit Tentacool, c'est pas une illustration que j'aime beaucoup. Tentacool et Tentacruel, décidément, dans cette série, je les trouve pas sensationnels. Ce sont pas les plus belles réussites de Légendes oubliées, on va dire. Mais voilà, il est là. Là, par contre, on est sur une magnifique commune. Très très belle. Togepi, que j'ai également en reverse. Ici, c'est la 78e du set. Donc à nouveau, on dirait presque une illustration d'Atsuko Nishida par rapport à ce côté flou artistique, très soyeux, très soigné, très lumineux de la végétation autour de Togepi. Et pourtant, non, hein, c'est pas Nishida. Dakoaka, ouais. Donc vraiment très 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 belle illustration. Très belle illustration avec toutes les énergies derrière qui brillent de mille feux et qui rajoutent encore à la mignonnerie et à la brillance du Pokémon. Très très beau. On adore Togepi ici. Et une chaîne sur Equamaster Télévision, on aime tous Togepi. Allez, on continue. Donc finalement, tout à l'heure j'ai fait
la réflexion pour Hérissandre. Mais c'est le cas pour plein de Pokémon en fait, hein, pareil, hein. On a ni Crocodile, ni Alligator dans cette série, et pourtant il y a un Kaiminus, et on a ni Macronium, ni Meganium, et pourtant on a eu Germignon aussi tout à l'heure, hein. Donc finalement les 3 starters de la 2G sont là, Kaiminus, Hérissandre et Germignon, mais ils n'ont pas leurs évolutions. Pareil pour Togepi, on n'a pas de Togetic, voilà, donc... c'est un parti pris pour les gens oubliés. C'est vrai que ce sont des cartes que je connais par cœur, mais j'avais pas forcément réfléchi à cet aspect-là. Donc c'est assez marrant de le découvrir maintenant. C'est très joli ce petit Kaiminus sur la plage avec les transats, les parasols derrière. Plutôt cool. Allez, on arrive aux toutes dernières communes de la série. À commencer par ce Voltorb de Umemoto. Donc tout à l'heure on avait le électrode en holographique. Rappelez-vous avec ce carrelage aussi, puis ces appareils électroménagers, pardon. Et bien là on a uniquement le carrelage qu'on peut retrouver sur ce Voltorb. Mais ça reste très très sympa en tout cas. Illustration minimaliste, mais illustration réussie. Nous avons le très joli Goopix de Aoki. Très 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 joli Goopix. Illustration magnifique avec la carte, la tête un petit peu de biais, la végétation, le gazon, les herbes qui ont été vraiment très très bien faites, le mont Chimney derrière, très très bien fait également, on sent les volutes de fumée qui s'en échappent, et puis ces énergies qui rajoutent cette brillance, qui rajoutent cet effet reverse, ça rend vraiment trop trop bien. La 81e sur 101. Et avant-dernière commune de la série, c'est le Chuchemur. À nouveau, la boucle est bouclée. On a eu le Ramboum et le Brouhavam de Komiya. Voici le Chuchemur de Komiya. Donc voilà, très marrant. Le Pokémon très aplati avec des formes très étranges. Mais c'est normal, c'est du parti pris. C'est ce que voulait Komiya. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ce petit Chuchemur. Et donc la toute dernière carte de la série, eh bien, il s'agit du... la toute dernière carte commune de la série, c'est le Nosferapti. Et on a eu bien entendu le Nosferalto et le Nostanfer. Ils sont vraiment très très beaux tous les deux, hein, aussi qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais ce Nosferapti, en tout cas, il est sublime, illustré par Arada. Ces Nosferapti, en fait, hein, qui se déplacent tous par ultrasons, qui sont les uns derrière les autres, avec ces stalagmites et stalactites rocheuses. Et puis cette sorte de planète, on dirait Mars en fond, c'est très très beau, hein. Franchement c'est une composition picturale très très réussie, hein. Vraiment il y a tout qui va sur cette illustration, donc j'aime beaucoup. Très joli Nosferapti. Et puis pour conclure cette vidéo déjà trop longue, puisqu'elle dure 1h20, je suis désolé pour ça, on va finir avec les trainers que je vais vous présenter assez vite, hein, mine de rien. On a la machine technique ancienne de type glace, donc voilà, ils aimaient bien inventer des trucs comme ça à l'époque de Légendes oubliées. À l'époque du Block X, même de manière générale, il y avait des trainers assez étranges. On a la machine ancienne technique Pierre, également, la 85e du set. Et on a la machine technique ancienne Acier. Et ensuite, donc, pour terminer, on arrive aux plus belles trainers de la série, celles qui, moi, m'ont beaucoup marqué, que j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiance particulière avec ces trainers-là, à commencer par ce tombeau antique, la 87e de la série. Regardez-moi cette illustration assez exceptionnelle. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ces cartes, alors en reverse d'autant plus, mais ces cartes absolument exceptionnelles. Est-ce que c'est parce que ça me fait penser forcément à Registeel, Regirock et Regice? Est-ce que ça me ramène dans une mythologie d'ON, une mythologie de la 3e génération, des points sur lesquels eh bien, on n'aurait pas forcément de réponse au niveau du lore? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a toujours éveillé ma curiosité et je les trouve visuellement vraiment très très réussis. Donc voici le tombeau antique. Quelle carte magnifique en reverse! Pareil avec une carte que je voulais aussi vous présenter absolument, les ruines déserts. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces ruines! Magnifique, hein. Avec ici les motifs des régies, hein, bien entendu, hein, qu'on retrouve. Hein. Donc on sait très bien hein, que ces ruines sont liées à Regirock, Registeel et Regice. Hein, de toute façon on les retrouve, ça c'est celle de la route 111, hein, dans le désert bien entendu. Mais vous avez aussi enfin les deux autres hein, qui sont disponibles. L'une à l'est de Poivre-Sel dans les courants, hein, au fond de l'eau, et l'autre qu'on pouvait retrouver à l'ouest de... non, à l'est de Nenu Creek, pardon.
J'ai plus le nom de la route, mais en gros à l'est de Denu Creek, sud de Simtronel, vous aviez aussi des ruines. Donc voilà, c'est vraiment très sympathique. Et donc la troisième que j'ai également en river, c'est Grot Island. Trop belle. Dans les mers déchaînées comme ça, hein. Donc ça c'est clairement celle de Poivre-Sel, enfin entre Poivre-Sel et Pacifiville, hein, bien entendu. Hein. Plutôt vers Pacifiville que vers Poivre-Sel, d'ailleurs. Magnifique carte en reverse. Trop belle. Ensuite, je peux vous montrer l'herbe sauveuse en reverse. Illustration de Ryo Ueda, l'illustrateur de la plupart des ex du bloc X. Vraiment très sympathique. Et j'ai plus que 2 cartes à vous présenter. La tempête magnétique, la 91e du set. Absolument magnifique. Avec tous ces éclairs qui foudroient le sol. J'ai toujours trouvé cette illustration sensationnelle, très mystérieuse, encore une fois. Presque effrayante. Hein. Mais moi je sais qu'elle m'avait effrayé à l'époque. Pas elle m'avait effrayé, mais je m'étais dit, oh là on rigole pas quoi. Et donc j'adore cette illustration. En reverse en plus, elle est trop belle. Et puis, la toute dernière carte que je voulais vous présenter de cette série, il s'agit de la 92e, les conseils de Pierre, illustration de Ken Sugimori. Vous savez que Pierre Rochard, c'est le maître de la ligue de ON, donc en 3e génération. C'est le maître de la ligue dans les versions Ruby Saphir, et ensuite, bon, dans la version Emerald, il va être remplacé par Marc, l'ancien champion d'Atalanopolis, qui va devenir à son tour maître de la ligue, et c'est Juan, qui va prendre la place de Marc à la tête de l'arène d'Atalanopolis. Pierre, quant à lui, va se retrancher au fond du site Météor et vous pourrez l'affronter une fois que vous avez battu la Ligue. Voilà, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé d'un certain point de vue de vous avoir encore proposé une vidéo d'1h30. J'essaye de raccourcir à chaque fois, mais il y a trop de choses à dire sur les séries dès qu'on tourne une vidéo comme ça. Merci pour votre visionnage, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Vous savez qu'en ce moment, je suis dans une phase où j'essaye au maximum de proposer le plus de contenu possible, puisque j'aimerais potentiellement me professionnaliser dans Pokémon. C'est mon rêve, puisque c'est ma passion. On verra si c'est possible. En tout cas, votre soutien est très important pour moi. Je vous remercie pour votre soutien et j'espère que vous continuerez à me le témoigner, ce soutien, parce que sans ça, moi, je ne pourrais pas continuer à vous proposer autant de contenu et sur une trop longue durée. Donc, merci pour ça. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous voulez partager avec la communauté. N'hésitez pas à voir mes lives sur Twitch. Je stream tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis, et parfois le dimanche. Tous les liens sont dans la description, également le lien d'Insta, de TikTok, etc. Merci à tous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ou une très bonne nuit, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Allez, merci à tous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.